Sur la ligne épisode 7, Nicolas Richard, bienvenue, comment vas-tu? Ça va toi, moi, Alex? Ça va, tu t'es remis de notre top 5. Ouais, ça a quand même, ça a brassé, hein, ça brasse. Pas tant, mais non, mais c'est toujours un petit deuil de parler de la Coupe Rogers au passé et pas d'en parler au présent, évidemment, mais non, ça a été plaisant de replonger dans nos meilleurs souvenirs de la Coupe Rogers, même si nos choix n'ont pas été nécessairement coordonnés, je pense qu'on arrive à un beau consensus. Non, exact. Plan de match aujourd'hui, Nico, on a tout un plan de match. En fait, on a avec Brayden Schnur, joueur classé 177 au monde présentement, joueur canadien qui a gagné Repentigny, qui a joué la Coupe Rogers et qui a joué aux États-Unis dans la NCAA. On va parler de Leylah Fernandez. Le US Open, on a des nouvelles. Enfin, ouais, exact. Et Eugénie qui continue de bien aller. Il y avait de l'action aussi sur le circuit de l'ATP de la WTA, on va en parler. Nico, comme d'habitude, es-tu prêt? Ok, oui. So, Brayden Schnur, comment vas-tu? How are you? I am great, thank you. Thanks for having me today, Alex. Yeah, so Brayden, we're going to ask a question in English. You're going to answer in English. I know your French is quite okay. I think you pretty much could understand everything, but we're going to ask you in English so we make sure we have the best answers, and we're going to translate after that. So let's start off with how did you deal with the crisis with the pandemic and everything? How is it for a tennis player of your level to miss a big part of the year like this? Yeah, it's tough, but it's tough for everyone, I think. For me, the timing, the way everything unfolded, it wasn't the worst timing for me to have a break, to kind of take a step back and go back to the drawing board. I felt like I wasn't as healthy as I would have liked to start the year, and so the break kind of gave me a chance to get healthy again and just a refresher, mostly mentally, to get a big refresher mentally. So it wasn't the end of the world. Again, tennis is one thing, but this is something that's affecting the whole world. So it's hard to think of it just as an athlete that it affected me. It affected millions and everyone in the world pretty much. So, it is what it is, and I've just tried to make the most of the situation. Brayden qui nous dit, dans un certain sens, ça a quand même bien tombé pour moi, l'arrêt des activités pour question que je puisse me remettre en santé comme il faut. Fait que c'est sûr que tu souhaites pas ça, mais dans un sens, ça n'a pas été un mauvais timing pour moi. Nico, you can go. Yeah, I want to know, what was your daily routine during, the pandemic to stay in shape, and how does it change during, through the weeks, through the months? Yeah, it's tough. I'm not going to lie to you. There are some weeks that I was more motivated than others. It's not always easy during these times to find the motivation to be there every single day when you're not being competitive. But for the most part, my schedule was, at the beginning of the pandemic, I took a few weeks off just to rest and clear my mind, get the body right, and just take a little breather. And then from there, I slowly transitioned to playing a little bit of tennis, but mostly doing fitness. And for the most part, training just once a day. And then from there, I slowly started to build. And then I actually, about 4 weeks ago now, I had spent the early parts of the summer in California, and I was playing a bunch of exhibition matches. So that was really good for me to get the competitive juices flowing again and find my motivation to be back on court. And I felt that I was playing a really good level. And so throughout the break, I've slowly started to do more and more, play more tennis and do more fitness. And now I feel like I'm pretty much full throttle ready to go.
Alors, je demandais à Brayden qu'est-ce qu'il faisait comme routine quotidiennement pendant la pandémie. Bien, il nous disait qu'au début, évidemment, la motivation n'y était pas du tout, en fait, là, pour recommencer à jouer au tennis. Donc, au début, c'était plus difficile, mais il nous dit que plus ça allait au cours des semaines, bon, il s'entraînait à partir d'une fois par jour et maintenant, bon, il a retrouvé au cours des dernières semaines un rythme d'entraînement plus régulier pour retrouver la forme et il s'est exilé du côté aussi de la Californie pour retrouver sa touche d'avant la pandémie. Mais bon, la pandémie était plus dure au début, c'était la motivation, mais maintenant, je pense qu'il est retour en selle. And Brayden, you haven't been a pro for that long because you played in the NCAA. And how is it from a financial standpoint to have a long break like this and you cannot play in a little tournament where you could have get some revenues or play some qualies or maybe a main draw where you could have get some revenues? How is it? How hard is this from a financial standpoint when you have a crisis like that? Yeah, it's very hard, for sure. I go from my only way of revenues is through prize money in tournaments, and then all of a sudden that's cut out and it's gone. And the ATP is trying to help us, but they're doing their best, but they're in a situation where they aren't making any money either. So everything just gets kind of stopped right away, stopped on a dime. And it is challenging. I feel like I'm lucky and fortunate enough to have made some smart decisions over the last few years with my finances. So I feel like I'm in a position where I didn't need to go out like other players who are coaching now or who are having to teach lessons to make some money. But and I was able to focus myself on training during this period. But again, it's been a really hard go for the last few months for tennis players, just because we are a sport that it doesn't have a guaranteed paycheck. Our revenue is solely based on winning. And if you aren't playing matches, you aren't getting any money. So it's been a really hard few months for all tennis players. Alors, ce que j'ai demandé à Brayden, c'est qu'est-ce que ça fait pour un joueur qui fait pas des millions de dollars de voir la saison s'arrêter comme ça et de voir des revenus être perdus. Il répond, c'est sûr que c'est vraiment très, très, très difficile. Puis il dit, tout le monde est dans une position un peu difficile parce que, l'ATP veut bien nous aider, mais ils n'ont pas plus d'argent, ils n'ont pas plus de revenus. Il dit, moi, j'ai quand même été chanceux dans les circonstances parce que j'ai pris des bonnes décisions relativement à mes finances dans les dernières années. Alors, j'ai pas eu besoin d'aller soit de prendre ma retraite ou d'aller coacher pour aller recevoir certains revenus. Alors, il dit, dans mon cas, j'ai été relativement chanceux, mais il reste que c'est très difficile quand ton seul et unique revenu, c'est celui des tournois, et tu le perds d'un coup sec. Alors, c'est vraiment pas évident, on s'en doute. And now, what are your plans, short term, middle term, from now to the end of the summer? End of the summer? Yeah, from now to the end of the summer. What are your plans like? Okay. Well, summer's pretty much over now, but I feel my next adventure sort of is I'm going to try to go play in Europe. So I've actually just booked my flights today. I'm going to leave in about 10 days, and I'm going to go play 2 tournaments in Czech Republic, and then hopefully fingers crossed that everything goes well and that Roland Garros will be played. And I'm hoping to, for the first time, compete at Roland Garros as a professional. Donc, je lui ai demandé c'est quoi ses plans là, donc à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'été, qui nous dit que évidemment il aimerait retourner en Europe. Il a réservé ses billets d'avion aujourd'hui pour retourner jouer en République tchèque et essayer de se qualifier pour tout ce qui entoure là, les festivités autour du tournoi de Roland Garros là, plus tard cet automne. Brayden, before we go on the Rogers Cup subject, I want to come back a little bit on last year where you had really nice thing happen to you, especially in New York. Can you come back a little bit? How was it to play New York and achieve your first ATP final on the tour? Yeah, it was pretty incredible. For me, the biggest takeaway from all of it was that when I put my game together, that my game is good enough to compete with the best. So that's something that I think all tennis players maybe question in the back of their minds, is if they really are good enough and if they have the capabilities to challenge the best and compete with the best in the world. But I do believe that that week gave me that confidence.
And my whole year altogether was fantastic last year. It was the best year on tour for me overall. And so I just keep trying to build that, and it gives me the right motivation. And I know that when I put the pieces together in my game, that I can I can compete with the best in the world, and I deserve and I belong in these big, in the Grand Slams and Masters 1000s events. And before I translate, just want to get a follow-up on that question. I mean, you said now you know you can compete against the best. And when we look at the board, I mean, you had Paolo Lorenzo and Sam Querrey and Riley Hopelka are really fair, and I'd say more than fair players. So what is your best souvenir or best memory of that tournament that you're going to keep maybe all your life? I think honestly, it's hard to pick one moment overall. Everything in that week happened so fast. But I think the biggest moment for me was maybe the night that I beat Steve Johnson, because for me, that was my first staple win. I think it was, I forget what he was ranked, maybe 30 or so at the time. I forget, but he was ranked pretty high, and it was my first, the kind of signature win that kind of gave me the confidence to make a run deep in that tournament. So that night was really special to me, and that's kind of the match that I think I remember the most. So he was the third seed at the tournament, so it gives you an idea. Yeah, alors Brayden, sure. je lui ai demandé, tu sais, l'année passée, il a vécu quelque chose d'incroyable. Il s'est rendu en finale du tournoi de New York, pas le US Open, mais le tournoi disputé à Long Island. Et puis, il y a eu tout un tournoi, a battu des joueurs comme Sam Querrey, Steve Johnson, et puis il a perdu en finale contre Riley Hopelka. C'est vraiment des beaux souvenirs pour moi. Puis d'autant plus que je pense que mon plus beau souvenir, c'est ma première victoire contre Steve Johnson, parce que c'était ma première victoire officielle sur le tournoi de l'ATP, et ça a été le début d'un très beau parcours à New York pour Brayden. Brayden, Alex talked about it. Last week was supposed to be the Rogers Cup week. What does it mean to you to play at the Rogers Cup, and what is your best memory of that tournament here in Canada? Yeah, so for me, it's my favorite tournament of the year, because it gives me an opportunity to, if I'm in Toronto, I get to play in front of my family. But if I'm in Montreal, I think it gives me the opportunity to play in front of the best crowd in the world. I think the fans in Montreal are unreal, the most exciting crowd to play in front of. So either one is an incredible tournament. It's my favorite event of the year. So missing that and not being able to play this year was pretty hard. It sucks, you know, that I'm going to have to wait another, 8-9 months, or I guess 12 months, because today was supposed to be the final. Another 12 months, I guess, until I see that event come back. But yeah, it's tough not to play that event this year. And then my best memory, I think, is probably qualifying into the main draw. I think it was in 2015 or 2016. I forget what year. But I qualified into the main draw in Toronto. So that was probably my favorite memory, and I'm still waiting to get an opportunity to up that one, to up that memory. So it was 2014. You beat Ebden, Sujita, and then lost in the first round against Seppi. We can see the board here. So if you want to translate, Nico, I'll let you go. Yeah, Brayden qui nous dit qu'évidemment la Coupe Rogers, c'est toujours spécial pour lui de jouer, que ce soit à Toronto parce qu'il est devant sa famille et ses amis, ou bien à Montréal parce qu'il l'a dit, les partisans montréalais sont les meilleurs sur la planète. Et son meilleur souvenir, évidemment, c'est lorsqu'Alex l'a dit, il s'est qualifié en 2014 pour le tableau principal de la Coupe Rogers chez lui à Toronto. But you said your best memory is against it's qualifying in 2014. But I guess the match against Gasquet wasn't bad either. I mean, you almost had him. Yeah, it was a good match for sure. It's just hard to mix. It's two completely different emotions. You play a good match and you lose, but you still feel. After Gasquet, I was pretty down, even though it was a good result. It doesn't matter who you play. When you lose, it doesn't feel good. But just compared to when I qualified in 2014
for me, that was another big striking moment in my career that kind of gave me the confidence to play well and up my level of tennis. So that's why that one kind of tops the Gasquet match. But for sure, Gasquet is the match against Gasquet was my favorite memory from Montreal, from the Coupe Rogers, for sure. And I mean, you could have beat him. So, and he's one of the best players of his generation. So I guess I understand what you mean by it's hard to have a positive memory when you lose, but still, it was an amazing performance from you for sure. Alors, j'ai demandé c'est quoi tes plus beaux souvenirs. Tantôt, il nous a répondu c'est se qualifier en 2014. Moi, je l'ai relancé sur ouais, mais tu as aussi eu un bon match contre Richard Gasquet. Il dit c'est vrai, j'ai eu un bon match contre Richard Gasquet, mais il dit j'ai des émotions un peu mélangées par rapport à tout ça parce que c'est dur d'avoir ton meilleur souvenir dans une défaite. Il dit c'est sûr que c'était un bon match pour moi. Et quand on regarde le score, c'est 6-7, 7-5 et 1-6. Alors, évidemment, il a fait une grande performance, mais il dit c'est quand même difficile. Je garde des bons souvenirs, mais c'est difficile d'avoir le top souvenir quand on est dans la défaite. And as a Canadian, when you play the Rogers Cup, do you feel like more pressure or it's just fun? There is a lot of pressure. Yeah. Playing at home, it's something that I definitely feel more pressure, more expectation to produce a result. Only because I want to do it in front of my friends and family, and I know how much it means to them for me to succeed and do well. And so to do it with them when they're watching or there, the pressure definitely adds on. For me, it's always been the hardest tournament for me to play at home, whether it's in Montreal or Toronto. It's always been a challenge for me. But every year that I get to play, I grow as a player, I grow as a person, and I learn to handle those emotions better. And so I feel like this year would have been a great opportunity for me to compete and showcase, how far I've come. And although I won't have that opportunity, I still have a chance next year, which I'm looking forward to. Et alors, je lui ai demandé, est-ce que pour lui, jouer à la Coupe Rogers en tant que Canadien, ça représentait plus de pression ou au contraire, c'était seulement du plaisir? Mais il dit que pour lui, c'est beaucoup plus de pression parce qu'il a beaucoup plus d'attentes, notamment en raison du fait qu'il joue devant ses amis et sa famille. Et il dit qu'il aurait beaucoup aimé pouvoir prouver à tous ses partisans cette année qu'il aurait pu être compétitif à l'édition 2020, mais évidemment, ça ira l'année prochaine. Nico, maybe you should go right now with your NCAA question, and I'll close with two, maybe a little story and one funky question for Brayden. Yeah, of course. You played in the NCAA in North Carolina University, the same as Michael Jordan, and that is much impressive. And why did you choose to play in the NCAA first? Because of Michael Jordan. Oh, yeah. For real? No, I'm kidding. Okay. But you actually said that. You actually said that in a feature that we did together. I think it was 2013 or 2012, like the feature we did together. I was 25 pounds lighter, that's for sure. That's a long time. That's a long time ago. You maybe are 25 pounds heavier, but it's all muscle. And it's not the same for me. But you actually said that Michael Jordan was kind of an inspiration to go there. He was, for sure. I mean, there's a lot of unbelievable athletes to come out of North Carolina, the university. So for me, that was one reason why I chose that school in particular, was because I knew that they had a history of producing really good athletes. But for me to choose the overall NCAA route for my tennis was mainly because I didn't feel like I was ready to step on tour as a professional at 18 years old. I felt I needed to give myself a little bit more time to mature mentally and physically, as well as improve my tennis. And so by choosing the NCAA route, I feel that I was able to improve everything that I wanted to, and I got everything I wanted out of a university experience. J'ai demandé à Brayden pourquoi il avait choisi de jouer sur le circuit universitaire américain à l'université de la Caroline du Nord, la même que Michael Jordan, cette légende du basketball. Ben, il m'a dit d'abord le fait que des légendes y aient passé avant lui, ça l'a attiré, mais aussi le fait qu'il était peut-être pas nécessairement prêt à jouer sur le circuit professionnel, donc il a préféré se tourner vers la NCAA
pour parfaire son jeu. Et il dit que ça lui a été très bénéfique. Can I go with another, Alex? Sure. Yeah. What is, the difference between the American developing system and the Canadian developing system? Because you did both. That's a hard question to answer because I was only developed as a player in the NCAA realm, I guess you could say. Yeah. I was never, and then I was developed in the NCAA, but then I was also developed in a national program in Canada through Tennis Canada. So it's hard to compare. If you were comparing Tennis Canada to the USTA, that is a fair comparison, but I feel like the two are not, it's a hard comparable to make because they're just two completely different organizations and opportunities. Each one of them, I was able to grow as a player, and I soaked and I milked the most out of each opportunity. But to compare them at the same, I don't think it's a fair comparison. Yeah, all right. Donc, j'ai demandé à Brayden c'était quoi la différence de se développer dans le milieu américain et le milieu canadien. Mais il me dit que c'est difficile à comparer parce que d'une part, il a joué dans le système universitaire américain et et Tennis Canada est un circuit plus professionnel. Donc, les exigences n'étaient pas les mêmes et donc c'est difficile de comparer les deux milieux. Alex, last one for Brayden about the NCAA. Last one. Can I? Okay, sure. Yeah, sure. Real quick. Ask Brayden. Go ahead. Go ahead. How big is Michael Jordan at North Carolina University? How big is he still today? Yeah, he is huge. I remember one of the craziest moments of my life, I think, was I went to a UNC Duke basketball game and he walked on court. Michael Jordan was in the building and he walked on court before the game, and no one had to make an announcement, nothing. They put the spotlight on him and he walked out, and the place was so loud. Like, it gives me chills just thinking about it and remembering it. But everyone in the building knew who he was, and they didn't even need to they didn't announce this is Michael Jordan, nothing. They just put the spotlight on him. He walks out, and every single person in the stadium stood up and was applauding and clapping. And to me, I think that was the craziest experience off of the tennis court that I've ever seen. J'ai demandé à Brayden à quel point Michael Jordan est encore populaire et énorme à son alma mater. Ben, il me disait que ça se mesure à l'effet qu'il a. Il a été dans un match de basketball entre l'Université Duke et North Carolina. Et Michael Jordan est arrivé sur le terrain et sans avoir besoin de le présenter, immédiatement, tout le monde s'est levé pour applaudir le plus grand joueur de l'histoire du basketball. Alors, c'est dire à quel point il est encore important dans son université. 3-time All-American team, if I'm not mistaken, in the United States. Is that right, Brayden? Yes. Not bad at all. Not bad at all. Thank you. So the next thing I want to talk to, it's not really a question. It's more like a tribute I want to give to you. And I'm going to tell the story in French because I don't know if you're going to remember that. But I thought that day I found the person that you were, like, one of the best person I've met in my life. And you're such a class act. And it's in Repentigny. I don't know if you're going to remember that story. I'm going to tell it in French and tell me if you don't understand. Alors, Nico, l'histoire que je veux raconter, c'est on est un soir à Repentigny. Brayden joue très bien ce tournoi-là. C'est le tournoi qu'il a gagné, d'ailleurs. Et je pense que c'est un match de deuxième tour. Et puis, le match finit très, très tard. Et moi, j'attendais pour faire une entrevue avec Brayden. Et il me dit, Alex, si ça te dérange pas, ma famille d'accueil m'attend. Ils ont déjà attendu vraiment longtemps. Et puis, si ça te dérange pas, je les ferai pas attendre encore. Puis moi, j'ai dit, garde, Brayden, je comprends. Il y en a pas de problème. On va vivre sans ton interview, sans ta quote. Et puis, Brayden, 10 minutes après qu'il soit parti, m'avait envoyé par message texte des quotes pour le match pour qu'on puisse au moins faire un article avec ça. Et je trouvais que ça en disait long sur déjà un jeune garçon comment mature, la classe mature et la classe qu'il avait. I don't know if you did understand what I said, Brayden. But you spoke a little fast. So what I said, I told a story about
when I was waiting for you. Maybe it was a second round match in Repentigny, and I was waiting for you for a quotes and post game interview, and you told me, you know what, Alex, I'm not sure I can give you that interview. It's really late already, and my billet family is waiting for me. And if you don't mind, I won't make them wait anymore. And I said, that's fine. I understand, no problem. And maybe 10 minutes later, you texted me a quote so we could actually did an article on that. It was an amazing class act from your part. And I don't know if you remember that, but I do. No, I don't, but I remember the billet family that I stayed with still to this day. So, and you actually won this tournament, and I don't know if you can. I don't know if you can see it, but I love the hair on that picture. I know a lot more than now, but good memories. You got older. And last question for you, Brayden, before we let you go. It's actually how can I call it? I'll call it the girlfriend question. Okay, it's actually for my girlfriend. It's a really important question. Okay. So I don't know if you see the picture there that you post. I think it was it's the last picture you posted. My girlfriend wants to know the name of the dog. My dog's name is what kind of dog or his name? No, the name of the dog. The name is Tiger. Tiger. So Tiger here it is. With a Y. Brayden and Tiger with a Y on that picture. Alors Brayden, j'ai demandé c'était quoi le nom du petit chien sur la photo qu'il a postée sur les médias sociaux. Brayden, merci beaucoup. Bonne chance pour la saison à venir. We wish you all the best, and I'm pretty sure you're gonna crack the top 100 sooner than later again. Wish you all the best, my friend. Thank you for doing this. Thank you for your time, your availability, and everything. And wish you all the best for the last part of the season. Merci beaucoup, Alex, Nico, and thank you everybody for watching. I hope to see everybody soon back on court. Yeah, thank you so much. Take care. Bonne soirée. Have a good one. Bye. Quel gentil garçon, hein? Chic type. Rien de plus à dire. On a abusé, on avait demandé 15 minutes, on a fait presque une demi-heure. Mais quand c'est bon. Ah, ça, t'as raison. T'as raison. Bon, Brayden, il est bon. Brayden, il est très bon. J'ai même pas eu le temps de poser ma question NFL, mais c'est pas grave, c'est un autre tantôt. C'est un fan de la Caroline. Hein? Oui, exact. C'est ce que j'ai lu sur le site de l'ATP. Je voulais savoir pourquoi. Et non, je rigole. Non, chic type, puis on lui souhaite beaucoup de succès parce que, comme tu l'as dit, c'est un gars qui travaille extrêmement fort, qui est extrêmement poli, extrêmement mature. Puis bon, c'est tout le temps plaisant de voir des gars sympathiques connaître du succès. Non, exact. Prochain sujet, Nico. Hey, quand tu m'as texté ça, j'ai failli faire un AVC. Deuxième fois qu'elle la bat. Deuxième fois que Leylah Fernandez bat Sloane Stephens. Phénoménal. Te dire à quel point c'était pas égal comme duel. Leylah n'a pas de photo. Non, mais ça, écoute, on peut en parler. Là, c'est pas comme si Leylah était 600e mondial. Là, on peut-tu lui donner une photo, s'il vous plaît, là, au moins? Au moins une photo temporaire, là. Ah non, mais tu l'as dit, c'était au tournoi de Lexington. Leylah qui l'emporte par 2 manches identiques de 6-3, 6-3, qui défait Sloane Stephens, une championne de Grand Chelem. Puis comme tu l'as dit, ça fait 2 fois en quelques mois parce qu'elle avait battu plutôt cette année au Mexique, là, si je ne m'abuse. Donc, c'est fou ce qui arrive à Leylah depuis le début de la saison. C'était une des filles que je suivais avec le plus d'intérêt parce qu'elle avait connu un début de saison extraordinaire. Tu sais, la différence, c'est que Stephens est 37e et Leylah 120e. Donc, tu vois que même si elle connaissait des bons moments, ça demeure une surprise. Là. Comme on dirait en langage de sportif, c'est un upset. Oui, puis tu sais, de toute façon, peu importe le classement, c'est jamais banal quand tu bats une championne de Grand Chelem. Tu sais. Leylah Fernandez, elle a battu 2 fois. Tu dis, bon, la première fois, c'est peut-être une surprise. La deuxième fois, tu commences à te dire, ben là, c'est pas un hasard. Là. Elle a quelque chose sur Sloane Stephens. Elle a compris quelque chose que d'autres n'ont pas compris. Alors, super performance de Leylah Fernandez qui avait dû se qualifier pour ce tournoi-là. L'avait fait. Et puis, elle a perdu contre Shelby Rogers au 2e tour. Puis, c'est quand même pas banal parce que, bon, Shelby Rogers, c'est pas la plus grande des joueuses, mais elle a quand même battu Serena Williams après. Alors, ça t'en dit long sur la performance que Leylah Fernandez
a fait. Et puis, non, c'est 3-7 là, contre... non, c'est pas vrai, c'est 2-7, justement. Ouais. Justement, complètement. Mais corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en 2020, Leylah a mal paru dans aucun tournoi. Il me semble j'ai que pas vu tout. Non, mais il me semble que ça va juste trop bien pour elle cette année, puis tant mieux, là. Ben, tu sais, on a la preuve qu'elle a sa place chez les professionnels malgré son jeune âge, tu sais. Ben oui. Alors, c'est Jean Béliveau qui a dit « Le talent n'est qu'un cadeau, le succès ne vient qu'avec le travail ». Alors, je pense que Leylah est en pleine possession de ses moyens et on peut espérer le mieux là, pour la jeune Québécoise. Non, exact. Et c'est Jennifer Brady qui a remporté ce tournoi-là. Et, avec un nom de champion, difficile de faire autrement. Mais quand même, performance digne de mention pour Leylah Fernandez qui a atteint le deuxième tour d'un tournoi dans lequel elle est disqualifiée. Et puis battre une championne de Grand Chelem, ce n'est jamais banal. Non, voilà. Là, plus on avance du US Open, plus on a des nouvelles en provenance de New York. Et tout dépendant des avis, elles peuvent être soit bonnes, soit mauvaises, mais là, on a deux nouvelles, disons, plus importantes. D'abord, le fait que Novak, il sera à Cincinnati et à New York. Il en a fait l'annonce sur son compte Twitter plus tôt cette semaine. Et malheureusement, Bianca Andreescu, on en parlait dans le balado précédent la semaine dernière, malheureusement doit faire un trait sur la saison et elle a annoncé sur son compte Instagram qu'elle veut s'assurer de guérir ses blessures et de revenir au sommet de sa forme. Elle dit que la pandémie l'a empêché de s'entraîner et de se rétablir à 100% comme elle l'aurait voulu. C'est donc dire que les deux champions en titre du tournoi n'y seront pas. Bianca Andreescu du côté féminin et Rafael Nadal du côté masculin. Ta réaction par rapport à ça? Mais je pense que tu avais un peu prévu le fait que Bianca ne serait pas là. Ben, en fait, moi, ce que j'avais dit, c'est OK, l'inscription, c'est une bonne nouvelle, mais tu sais, ce que j'avais dit, c'est que je vais attendre d'y voir les pieds sur le terrain avant de festoyer, parce que bon, ben, tu sais, c'est difficile à dire. Le fait qu'elle ne jouait pas Cincinnati, pour moi, c'est un signe avant-coureur que. En tout cas, elle aurait pu jouer l'US Open puis arriver à froid, ça l'aurait pu, mais moi, j'étais pas surpris qu'elle joue pas au US Open. Ça me surprend pas. Maintenant, espérons un retour le plus rapidement possible dans son cas. Puis, tu sais, après plusieurs mois de repos, tu sais, c'est dommage de la voir se retirer comme ça parce qu'elle est, bon, là, elle dit qu'elle n'est pas en condition physique pour le faire. Mais tu sais, il y a peut-être des petites blessures qui sont cachées, tu sais. Alors, c'est dommage après autant de temps pour pouvoir récupérer qu'il y a peut-être encore des petites blessures qui traînent. Puis c'en est presque inquiétant dans son cas, honnêtement. Ouais, puis il faut pas croire non plus que ça lui tentait pas. J'ai l'impression qu'elle voulait tellement défendre ce titre avec ardeur, puis d'autant plus que ça aurait été le premier grand chelem depuis des lunes. Donc, je suis convaincu qu'elle, ça lui fait mal aussi de ne pas pouvoir participer. Mais je sais pas si elle a ajouté quelque chose sur Bianca. Non, j'allais dire, j'allais passer à Djokovic. Ben, c'est ça ce que j'allais dire. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que Djoko, il sera là. Tu sais, Djoko, là, ça fait longtemps qu'on en parle, notamment depuis son Adria Tour. On se disait, bon, comment il va se relever de ça? Est-ce qu'il va traverser l'Amérique? Bon, finalement, il vient et c'est tant mieux parce que ce sera la tête de série la plus importante au tournoi. Ouais, puis c'est moins surprenant dans son cas parce qu'aux dernières nouvelles, il s'entraînait encore sur dur. Il avait commandé des balles du US Open pour s'entraîner avec. Alors, il y avait beaucoup d'indications qu'il allait, en tout cas, possiblement jouer le US Open. D'autant plus que quand on regarde le tableau comme tel, quand on regarde ceux qui vont être là comme tel, lui, il a une opportunité en or c'est ouvert, c'est ouvert. Chelem, sans, puis de se rapprocher de Federer, tu sais. Alors, pour lui, c'est comme une espèce d'opportunité. C'est pas gagné d'avance, mais disons que à la lumière de ce qu'on a vu au début de la saison, Djoko est encore le meilleur joueur de la planète. Et en tout cas, sans dire que ça va être facile, ça va être. Ben, ce sera plus simple que si les deux autres du Big Three étaient là. Ça, c'est évident. D'autant plus que Djoko sur surface dure, notamment au US Open. Je veux dire, Djoko, c'est quand même 3 titres, 5 finales. Flushing Meadows, il en a fait presque sa maison. Donc, c'est évident que sans les deux autres membres du Big Three, ce sera évidemment plus simple. Sans dire que ce sera facile, ce sera plus simple.
pour Djoko. Non, exact. Et qui tu penses sera sa plus grande menace? C'est trop tôt pour le dire. Je vais attendre de voir qui va être là officiellement, qui sera pas là officiellement. Là, je vais attendre de voir avant de... Parce que Medvedev a confirmé sa présence hier sur les réseaux sociaux. Évidemment, si on prend en considération que Zverev et Tsitsipas y sont, ce qui est pas chose faite, là, mais si on considère que ces deux jeunes-là vont y aller, mais je pense que ce sont les deux menaces les plus importantes pour Djoko. Si on considère qu'ils vont, là. Avec le jeu qu'ils ont donné depuis le début du retour, c'était assez impressionnant. En tout cas, dans le cas de Medvedev, c'est sûr que c'est pas à prendre à la légère, là, ça c'est certain. Maintenant, on verra. Là, moi, je vais attendre de voir un peu plus à quoi ressemble le tableau. T'sais, Andy Murray reçoit un wildcard, est-ce qu'il peut sortir de nulle part? Ouais. Puis sortir de nulle part, c'est quasiment bizarre quand tu parles d'Andy Murray de dire qu'il sortirait de nulle part. Mais garde ta question, qui va être le plus dangereux pour Djokovic, puis ça va dépendre aussi des tableaux, aussi comment sont construits. Si on a un tableau particulièrement difficile, mettons pour Medvedev, on verra. Je vais attendre un peu avant de répondre à ta question. T'imagines la réaction des organisateurs du US Open quand Djoko leur a confirmé qu'il sera présent? Parce que là, tu n'aurais pas eu ni Djoko, ni Nadal, ni Federer. Ça commence à faire beaucoup de jeunes. Fait que j'imagine qu'ils étaient soulagés en tabarnouche lorsqu'ils ont su que Djoko a... La différence, c'est que... En fait, c'est peut-être plus pour le réseau de télé que pour le US Open. Oui, évidemment, mais n'en demeure pour moi que quand tu as un des, disons, 4-5 plus grands joueurs de l'histoire qui confirme au moins... Quand tu as les deux autres membres du Big Three qui ne sont pas, c'est toujours plus décevant d'organiser un tournoi quand les meilleurs au monde n'y sont pas. Là. Parce que là, ils n'ont pas de vente de billets à faire. C'est évident. Mais tu sais, le tournoi, comme tu dis, il se vend beaucoup mieux avec un Djokovic que sans personne du Big Three. Là. J'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que Cincinnati va donner. Là, ça arrive. Là. Ouais. Alors, ça va être intéressant. Là. Moi, je tombe en vacances. Ça se peut que j'écoute beaucoup de Cincinnati. Ça se peut que tu ailles à Cincinnati. Non, à New York. C'est à New York. Non, mais j'écoute beaucoup de Cincinnati. Oh, oui, non, c'est clair, mais dans les conditions, disons, plus normales, peut-être faire le voyage. En fait, ça reste sûrement été au plan. En fait, ça reste sûrement été ça le plan, mais là, on peut pas vraiment passer les douanes. Alors, on va s'en passer. Et est-ce que, je change de sujet, là, est-ce que Eugénie sera au US Open? Elle n'a pas le classement. Fait que ça va prendre mais pas de faire ça va prendre tout un revirement de situation, peut-être un wildcard qui dit non, mais là, pour l'instant, elle n'a pas le classement. Tu as vu comment elle va bien ces temps-ci. Elle a battu Elise Martens. Pas vrai, Martens l'a battu, mais elle s'est rendue en quart de finale à Prague. Premier match, elle élimine Kudermetova, on en a parlé, 40e mondial. Deuxième match, elle a battu Zidanchek, 72e mondial. Elle a battu 2 joueurs du top 100, ce qui n'est pas banal. Puis elle a livré une chaude lutte aussi à Martens. Puis tu sais, Martens, c'était positif dans la défaite parce que c'est quand même une fille qui est 23e mondiale. C'est une fille qui est... pour Eugénie, ça n'avait jamais été facile contre Martens. Elle lui avait jamais pris un set. Là, elle lui a pris un set. Elle rivalise contre une fille qui est presque top 20 mondiale. Ouais. C'est très, très, très positif pour Eugénie. Puis, tu sais, on dit Eugénie n'a pas de classement pour aller jouer l'US Open, mais je pense que beaucoup de monde serait content de ne pas jouer Eugénie présentement parce qu'elle va bien. Puis, elle continue de faire taire ses détracteurs, en tout cas pour l'instant. En tout cas, elle joue bien. C'est une des filles qui va avoir peut-être profité plus de la pause. Puis, tu sais, au World Team Tennis, elle a été la meilleure joueuse de son équipe. Elle a bien fait au tournoi Invitation à Prague. J'ai hâte de voir si ça va se continuer pour Eugénie parce que c'est des méchantes belles nouvelles pour elle. Puis, moi, je suis très content pour Eugénie Bouchard. Peut-être que la pandémie... Oui, peut-être que la pandémie lui donnera un second souffle parce que là, presque tout le monde repart de zéro. Donc, Eugénie peut en profiter. On le souhaite. Je te dis, Alex, si je suis organisateur du US Open et je dois vendre de la télévision et un spectacle et un bon jeu, je prends mon téléphone immédiatement et j'appelle l'agent d'Eugénie. Je dis bonjour. On va prendre un aller simple pour New York. Mais ça, c'est moi. Là, le problème, c'est qu'elle est en Europe. Fait qu'il faudrait que ça se fasse vite si on veut que ça se fasse parce que sinon, il y a la quarantaine.
J'avoue. Si jamais on veut lui donner un wildcard, faut trouver une blessure pour... Qui enlever? faut d'abord en enlever un et après ça, on verra que ça se fasse rapidement pour la quarantaine. Mais je suis d'accord avec toi que ce serait quand même un élément intéressant à lui donner un laissez-passer, surtout dans les conditions que, bon, présentement, elle joue bien. Elle reste un nom qui est accrocheur, qui accroche partout dans le monde du tennis. Et puis, non, elle a fait vraiment un beau parcours à Prague. À Prague. C'est parce que depuis le retour, on ne fait que de parler d'elle en bien. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Tu sais, c'est rare, là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de détracteurs qui peuvent se camper contre Eugénie Bouchard dans la manière dont elle joue. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas une espèce d'unanimité autour de son jeu. Et là, présentement, je sens que c'est le cas. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On va le prendre pendant que c'est là parce que je joue vraiment bien. Puis j'espère que ça va se continuer dans son cas. Et comme on disait dans l'épisode spécial de Coupe Rogers, t'imagines si elle avait eu lieu la Coupe Rogers et qu'Eugénie avait pu déployer tout son talent et avoir le momentum qu'elle a actuellement, ça aurait été splendide d'avoir sur les cours. J'aurais aimé ça, moi, qu'il y ait une Coupe Rogers parce que de la façon dont elle joue, ça aurait été très intéressant. C'est Simona Halep qui a gagné ce tournoi-là à Prague. Ouais. Elle, on ne sait pas encore si ça va jouer l'US Open, c'est pas clair. Selon son entraîneur, là, c'est vraiment pas sûr qu'elle joue en fait, je pense que ce serait surprenant de l'avoir. C'est un autre coup dur pour elle a battu justement Martens en finale, la tombeuse d'Eugénie Bouchard. Et Alex, c'est peut-être moi qui ai une réflexion, disons, faussée, mais tu sais, je regardais les faits saillants de Halep. Tu sais, on la voit jouer puis elle est excellente. Là, ça fait quelques années qu'elle est dans l'élite mondiale. Tu sais, 21 victoires sur le circuit, des grands chelems. Penses-tu qu'actuellement, on est conscient et on considère Simona Halep à sa juste valeur? Parce que tu regardes sa fiche puis ce qu'elle a fait, là, c'est incroyable. Puis je pense que dans quelques années, on va se dire, elle, ça a été l'une des meilleures de sa génération. Puis je me demande si en ce moment, on réalise à quel point on est chanceux de l'avoir joué. Tu sais. Je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'elle est sous-estimée, honnêtement. Pas après ce qu'elle a... Pas après ce qu'elle a accompli, tu sais. Non, je pense pas. Je pense pas. Parce que, tu sais, oui, tu sais, j'aime bien la suivre. Évidemment, elle est bonne. Fait que c'est plaisant de voir les meilleures choses au monde. Mais je trouve que, tu sais, on dirait, aujourd'hui, j'ai comme je te dis, je savais qu'elle était excellente. Là, mais aujourd'hui, en regardant sa fiche, je me suis dit, tabarouette. Sa fiche, puis tu sais, sans dire qu'elle va marquer l'histoire, c'est une joueuse qui a inscrit son nom dans l'histoire du tennis. Nul doute là-dessus. Regarde sa fiche, là, c'est fou ce qu'elle a fait. Là. Ben là, non, c'est une grande championne de son époque, ça c'est sûr. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, elle est loin des gabarits comme oui, c'est ça. Ou Serena ou Venus. Elle est plus dans, elle a plus un physique qui ressemble à celui de, mettons, Martina Hingis. Oui, belle comparaison. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à rivaliser avec ces filles qui ont des gabarits plus imposants. Puis elle, Simona Halep, c'est vraiment pas une fille imposante. Là. Alors, ce qui nous donne espoir comme pour une fille comme Leylah, justement, qui est un peu dans le même moule. Puis non, Halep, c'est certainement une grande championne de son époque. Lorsque tu regardes sa fiche, elle mesure 5 pieds 6, donc elle n'est pas hyper grande comme tu l'as dit. Puis je trouve que elle a été un peu à... Elle n'a pas amené une mode, mais dans le sens où c'était en tout cas récemment, là, des joueuses à petit gabarit qui a marqué parce que plusieurs souvent ensuite, là, tu regardes Ashley Barty, c'est pas une fille qui est extrêmement grande, puis elle a quand même su faire sa place dans le monde du tennis. Là. Puis Halep, c'est un superbe exemple de ténacité. Puis tu regardes, là, c'est rare Halep là, que notamment en finale, qu'elle paraît mal. Là. Elle est toujours présente. Elle a un jeu absolument superbe. Elle est tenace. Puis non, pour vrai, j'espère qu'on mesure à quel point on est chanceux de l'avoir joué. Ouais, mais Ashley Barty, par contre, est un peu plus imposante que Simona Halep. Oui, mais en termes de gabarit, oui, mais en termes de grandeur, ça reste une petite joueuse. Là. Ouais, Simona Halep. Non, moi, je pense pas. Pour répondre à ta question initiale, je pense pas qu'elle est sous-estimée. En tout cas,
personnellement, moi, il y a personne qui peut voir que c'est un affrontement facile contre Simona Halep. C'est impossible. Ouais, et en étant chauvin un peu, on peut se dire aussi qu'elle paraît toujours bien à la Coupe Rogers. Donc, ouais, c'est un événement qu'elle a gagné plusieurs reprises. Puis, effectivement, je pense qu'elle se sent très à l'aise au Canada, puis peut-être même à Montréal particulièrement. Là. C'est une grande championne. Puis, d'ailleurs, on en parlait dans l'épisode spécial de la Coupe Rogers. Tu avais choisi un de ses matchs. Oui, absolument. La finale de 2018 contre Stephens. Puis ce que je trouve chouette aussi par rapport à elle, c'est que je pense pas que c'est une fille qui se prend la tête beaucoup. Tu sais, c'est pas une fille qui recherche nécessairement les caméras, les Kodak, l'attention. Je pense qu'elle joue son jeu, elle gagne, puis elle laisse parler son talent. Tu sais. Puis ça, je respecte énormément ça pour une athlète et pour un athlète. Hâte de voir si on va l'avoir au US Open. Ce serait plaisant parce qu'encore une fois, le tableau est peut-être plus ouvert qu'à l'habitude. Est-ce qu'elle a un US Open, Alep? Simona Halep n'a pas remporté le US Open. Attends, tu me prends un peu au dépourvu. Non, elle a seulement une demi-finale en 2015. C'est surprenant quand même. Elle a gagné Roland Garros. Oui, et Wimbledon. Mais, donc, le US Open. Ça prend le premier atout, hein, comme on dit. Alors, ça serait une bonne année pour y aller, mais moi, je serais surpris qu'on la voie. Puis d'ailleurs, si on se fie au propos de son entraîneur, ça serait surprenant, mais on ne sait jamais. Qui sait? Voilà. Dernier sujet, est-ce qu'on parle de Coco Gauff brièvement? Ouais, vas-y. Coco Gauff qui, comme la majorité des jeunes dames de son âge, est une consommatrice de l'application TikTok, l'application favorite du président américain, Donald Trump. Donc, dans une espèce d'activité, séance, questions-réponses entre ses abonnés et elle, un internaute lui a mentionné que ce qu'elle a accompli, ce qu'elle pouvait accomplir et la qualité de son jeu n'était rien comparativement à celle des hommes. Et là, Coco Gauff s'est fait un peu la porte-étendard de toutes les athlètes faisant partie de la WTA en disant c'est sûr que si tu compares mon jeu à celui de Roger Federer, c'est sûr qu'il me bat à plate couture, notamment en raison de ses compétences. Mais si tu penses que tu peux me battre, en parlant à l'internaute, simplement sur la base du fait que tu es un homme, c'est complètement stupide comme manière de penser. C'est donc dire que elle défend le fait que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes en qualité de jeu, mais que tout dépend de la compétence que tu as, du talent que tu as. Puis je pense que pour elle, en tout cas, je pense que la WTA et le tennis, c'était très ravi d'entendre ça de la part d'une des futures ambassadrices du sport. Ouais, puis tu sais, des fois, on pourrait être surpris de voir, tu sais, comme on n'en assiste pas beaucoup à des matchs hommes-femmes, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sous-estime la qualité de tennis féminin, puis je serais surpris, là, tu sais, on l'a vu dans le passé là, avec Bobby Riggs, puis Billie Jean King, tout ça, là. Tu sais, c'est un espèce d'éternel débat, là, puis on ne le saura jamais, là, mais tu peux pas enlever aux filles le fait qu'elles sont des filles. Je sais pas si tu me suis. Dans la mesure où ils doivent faire avec ce qu'elles sont, puis je veux dire, j'adore regarder du tennis féminin, puis toi aussi, puis il y a personne, aucun amateur de tennis qui peut dire « Ah, moi, le tennis féminin... » Non, c'est une qualité de jeu superbe, même que des fois, il y a des échanges qui sont mieux que lorsque tu regardes des matchs des hommes. Donc, c'est même pas comparable, en fait. C'est juste deux manières, deux catégories, et les deux se valent. Mais moi, je voulais qu'on en parle parce que je trouvais ça intéressant qu'une jeune fille de 17 ans prenne position comme ça, même 16 ans, Coco Gauff, prenne position comme ça, puis dise c'est important de faire la nuance. T'sais, si Roger Federer est meilleur que moi, c'est pas parce qu'il est un gars, c'est parce qu'il est meilleur. Mais c'est ça, tout simplement. Et autant Serena peut être meilleure que des joueurs de l'ATP, là. Tu comprends? On ne saura jamais. Faudrait voir des matchs de gens à leur prime. Mais tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment la qualité de certains, du niveau, en tout cas, de la WTA. Mais par ailleurs, à bien des égards que je trouve qui est plus intéressant le tennis féminin, souvent parce que les échanges sont plus longs. Oui. Les services sont en tout cas statistiquement moins puissants en moyenne. Puis ça donne t'as pas des matchs où il y a 25 as par match. Alors,
souvent, ça crée plus d'échanges, plus d'éléments intéressants pour le match en lui-même. En plus, et souvent, le classement féminin peut permettre, si on regarde, les gars, ça fait longtemps que l'élite, le 1, 2, 3, 4, c'est souvent les mêmes et qui s'interchangent. Puis ce qui est chouette du tennis féminin, c'est qu'il y a beaucoup plus de parité, le classement évolue constamment, puis ça, je trouve ça chouette. Mais ça, c'est conjoncturel. Tu pourrais avoir une espèce de big three du côté des femmes qui dominent pendant 20 ans. Bien sûr. Peut-être que ça va être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être que Bianca, Coco puis Leylah Fernandez vont être le prochain big three de la WTA, puis qui vont dominer le tennis pendant 20 ans. Je sais pas, ça, c'est conjoncturel. C'est plus... C'est de se demander pourquoi comparer les deux. On est heureux avec les deux, donc pourquoi juste comparer? Pourquoi aller là? Exact. Puis moi, ce que je voulais souligner, c'est comme une jeune femme qui prend position puis qui dit wow, attends une minute, moi je trouve ça incroyable, puis c'est pour ça que je voulais en parler. Semaine prochaine, Nico, on se rapproche dangereusement du US Open. On va avoir une meilleure idée de ce qui va se passer là. Ouais. On va voir aussi tranquillement Cincinnati arriver, le tournoi qui va être disputé à New York, comme tu l'as mentionné plus tôt. On va rapper ça, mon Nico. Excellente session, une fois de plus. Voilà. Et Brayden qui a été très bon. Oui, absolument. Alors, Nico, je te dis à la semaine prochaine. À la prochaine. Bon tennis, Alex, et bon tennis à toutes et à tous.